Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous et avant tout merci de m'accueillir au sein des Chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous parler d'un sujet qui est essentiel mais qui est souvent négligé en matière d'entrepreneuriat, qui est la question de savoir comment arrêter un projet euh, lorsque il faut l'arrêter, lorsqu'on est arrivé au bout, qu'on a accepté l'idée que si on continue, on va creuser la dette, s'enfoncer dans les sunk costs. Euh, et alors, il y a la question du quand et du comment. Je n'aborderai pas la question du quand. Je pars du principe que comment dirais-je, les sympathisants et les clients du club connaissent, enfin, ont suivi plutôt la présentation que tu as donnée, Jean-Christophe, euh, un peu plus tôt, qui illustre la difficulté d'accepter l'échec d'un projet lorsqu'on s'est beaucoup investi, en s'appuyant notamment sur l'expérience des paris hippiques. C'était l'exemple que tu as donné avec l'effet d'engagement. Euh, et cette idée que plutôt que d'accepter les pertes, on a tendance à alimenter les sunk costs. Et alors, on peut prendre un exemple peut-être plus d'actualité qui serait celui d'une start-up technologique qui engage des frais considérables dans le développement d'une application. Et puis, après des années sans percée significative sur le marché, le fondateur doit décider finalement s'il continue d'investir ou d'arrêter. Et c'est ici que le principe, effectivement, des coûts irrécupérables rentre en jeu. Alors, face au dilemme du stop ou encore, on part du principe que cette décision lourde, en tout cas, a été prise par l'entrepreneur. Et nous, on va s'intéresser plus exactement, et je vous invite à vous intéresser avec moi à ce sujet, qui est de savoir comment est-ce qu'on arrête un projet entrepreneurial, comment est-ce qu'on s'y prend, quelles sont les stratégies de sortie à partir du moment où on a décidé de s'attaquer à ce chantier. Euh, alors, tant qu'avocat d'affaires, moi j'ai aussi un biais cognitif. C'est celui de traiter le sujet sous l'angle juridique, mais j'essaierai le plus possible euh, d'avoir une approche assez pratique, hein, pour que ce soit pas trop rébarbatif. Alors, euh, donc on a parlé de cet entrepreneur, on le voit là sur la photo, qui s'interroge. Euh, Ces points, on vient de les aborder à l'instant, donc je reviendrai pas dessus, mais il y a cet effet, effectivement cet effet d'engagement qui fait que quelque part, et c'est ce que tu... Oui, tu n'as pas partagé là. On ne voit pas ton... Ah, pardon, je suis confus alors, je disais tout de suite. Donc, je suis désolé pour ce petit coupé. Donc, on est dans le cœur du sujet et on a posé la problématique et reste maintenant, si vous voulez, bien voir finalement quel est le cadre juridique euh, qui sous-tend l'arrêt d'un projet entrepreneurial, quels sont finalement les grands fondamentaux. Euh, la première chose à envisager, c'est la question et qui nous permet d'arbitrer entre les différentes stratégies. Ça va être la question du poids de la structure juridique qui a été mise en place. Il va de soi que si on est face à un partenariat informel, ça sera plus facile à déconstruire, hein, si je prends cette image de l'artisan, ça sera plus facile à déconstruire qu'une structure plus établie, plus costaud, comme une société. Euh, et donc, pour illustrer ça, il suffit effectivement d'avoir en tête que si on veut dissoudre une société, il va falloir arrêter des comptes,
réunir les associés, réaliser un certain nombre de publicités légales. Ce qui n'est pas le cas si on est face à un partenariat informel ou voire un contrat. Et puis, alors, il y a un autre élément qui est, à mon sens, un peu fondateur quand on doit arbitrer et se dire comment est-ce qu'on s'y prend, c'est la question du temps qui passe. Euh, le législateur a ceci de particulier que quand euh, le temps passe, il y a des obligations juridiques qui naissent. Alors, elles ne naissent pas toutes seules, elles naissent par l'effet de la loi. Et il y a notamment deux exemples que je veux citer, qui sont celui d'une relation commerciale qui se noue au fil du temps avec l'envoi de bons de commande, euh, sans qu'il y ait de contrat, hein, qui soit en tant que tel, qui soit rédigé et qui prévoit une relation sur le long terme. Mais il suffit que cette relation commerciale, elle soit établie, elle s'inscrive dans la durée pour que des obligations naissent et notamment une obligation de préavis et le fait qu'il y ait une prohibition comme on le verra d'ici un court instant, de la rupture brutale de telles relations. Un autre exemple que je vais vous donner qui découle de l'effet de la loi, c'est celui du risque de reconnaissance d'une société créée de fait. On peut imaginer, alors, société créée de fait, hein, c'est-à-dire c'est un peu un faux ami puisqu'on donne l'impression que on a conscience d'avoir créé une société. En réalité, non, les associés en ont que partiellement conscience. Ils travaillent ensemble, ils partagent les bénéfices, ils partagent les pertes. Et puis, au moment où ça va mal, au moment où on se sépare, l'un d'eux se réclame de la société de crédit de fait pour réclamer un partage équitable des actifs. Et voilà je dirais le deuxième élément qu'il faut avoir en tête. Je vous propose maintenant de réfléchir, de lister ensemble, mais cette liste, elle est sans doute pas exhaustive, hein, mais les différentes stratégies d'arrêt qu'on pourrait mettre en place et puis les écueils dans chaque cas à éviter. Euh, alors, la première stratégie à laquelle on peut avoir en tête, c'est la rupture des négociations. Donc là, on va aller finalement du plus simple au plus compliqué en termes de structure. Les négociations, ça c'est Patrick qui nous avait fait un très bon exposé là-dessus. Une négociation, ça se rompt pas n'importe comment, surtout si elle est avancée, surtout si il s'agit d'une opération importante, surtout si des investissements importants ont été engagés de part et d'autre. Il y a un risque de retrait fautif. Il faut avoir en tête les conséquences financières d'un tel retrait, qui peuvent être lourdes. Donc, il est important qu'elles sont claires. Et je vous rappelle à ce titre que les obligations de bonne foi et de loyauté contractuelle s'étendent bien évidemment quand le contrat est signé. Là, rien n'a été signé, mais même s'étendent également à la phase des négociations. Donc, il y a une obligation de bonne foi et de loyauté qui préexiste. Et donc, il faut être prudent, hein, dans ce cas de figure. La deuxième stratégie, c'est celle de la rupture d'un contrat ou de relation commerciale établie. Je mets ça effectivement dans le même panier, comme on l'a vu, et un peu plus tôt. Et là, dans ce cas-là, c'est relativement simple. Il va falloir respecter un préavis qui peut être express, c'est-à-dire expressément prévu dans le contrat. Donc ça, c'est plutôt rassurant, ou tacite, hein. Dans le cas de relations commerciales établies, le préavis il va être tacite. Alors, il sort pas de nulle part, il sort pas de nulle part, mais il n'est pas pour autant gravé dans le marbre, donc il est issu de la pratique des tribunaux de commerce. Et ça peut donc donner lieu à des décisions qui peuvent être fluctuantes. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est une règle empirique, hein, qui me semble raisonnable, qui est de se dire, et plutôt prudente pour l'entrepreneur, qui est de se dire que, il a le droit ou qu'il faut se ménager à son contractant une période d'un mois par année d'ancienneté du contrat. Un mois de préavis pour année d'ancienneté de contrat. Sachant que depuis 2019, vous avez une limite à 18 mois. Donc, à partir du moment où vous accordez 18 mois ou on vous accorde 18 mois de préavis,
euh, je dirais, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas lieu de réclamer une quelconque indemnité sur ce fondement. Une autre stratégie, celle de la mise en sommeil de la société. Donc là, c'est un peu plus structuré. On a une société, mais on se dit, on va pas, on met pas tout de suite la clé sous la porte. On met l'activité entre parenthèses. Alors c'est assez, comment dirais-je, c'est assez séduisant. Je sais qu'il y a pas mal de clients qui se disent, tiens, si je mettais en sommeil la société, bon, en réalité, c'est limité dans le temps, ça peut être que 2 ans maximum. Et puis les effets sont assez limités. Enfin, déjà, c'est quand même assez engageant. Il faut que vous fermiez tous les établissements secondaires. On ne garde que le siège de la société. Et puis, les effets sont limités parce qu'il y a quand même un certain nombre d'obligations qui vont rester, dont le dirigeant de la société vont rester redevables, comme établir les comptes, les faire approuver, toutes les obligations déclaratives. Finalement, la seule chose qui est intéressante, c'est le fait que on est dispensé de déclaration de TVA. Mais enfin, c'est quand même un avantage qui est somme toute limité. Et puis le risque de mettre une société en sommeil, effectivement, c'est que la belle au bois dormant ne soit jamais sortie de son sommeil profond. Et au bout de 2 ans, la radiation intervient d'office hein, auprès du registre, enfin du RNE maintenant. Hein. Euh, voilà. La quatrième stratégie auquel on peut penser, c'est celle de finalement se faire oublier. Hein. Donc, quand on endort la société, on se dit, on l'endort dans l'espoir qu'elle renaisse un jour. Mais là, on peut aussi avoir une autre stratégie qui est de se dire, bah, tiens, après tout, si je me planque, alors ça fait un peu penser, on est un peu à l'image du débiteur dans les romans du 19e siècle qui va se cacher de, de ses créanciers qui viennent un peu le harceler. Bon, on n'est pas obligé d'avoir cette image en tête. En tout cas, il y a l'idée que la créance, elle se périme. Autrement dit, qu'on peut se dire, tiens, après tout, si j'ai pas mal de dettes, mais si finalement mon créancier n'est pas diligent, je peux peut-être espérer que la période, suivant le cas, mais enfin en matière commerciale, c'est 5 ans, que la période des 5 ans expire et que donc, tel que vous pouvez le voir là sur cette petite étiquette à l'ancienne, à consommer jusqu'au, et ben finalement, la date de prescription de l'action recouvrement forcé de la créance est atteinte et donc vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, bien sûr, on peut toujours vous réclamer cette somme, mais enfin, on ne pourra pas vous contraindre. Euh, je passe au cinquième cas, qui est celui de cinquième stratégie pour, je dirais, sortir de l'impasse, c'est la stratégie de la transmission de la société. Donc là, l'idée, c'est de trouver un tiers ou d'envisager une transmission en interne, de passer la main. Euh, Bien sûr, c'est une stratégie qui peut être très attractive, puisqu'on se dit qu'on récupère quelque chose et on se débarrasse du passif. Alors, il faudra quand même bien négocier la garantie de passif et puis s'assurer que la période de transition pour laquelle vous collaborez avec la nouvelle équipe est quand même limitée dans le temps. Sixième stratégie, la liquidation in bonis. Alors, in bonis, ça veut dire que on va liquider la société sans laisser de dette. Alors, c'est à la fois séduisant sur le plan réputationnel. On se dit qu'on laisse un état nickel. Mais enfin, il va souvent falloir combler le passif par de nouveaux apports. Septième hypothèse, le dépôt de bilan, cette fois-ci. Euh, donc là, l'idée, c'est que donc on n'est pas dans un cas on est dans un cas de faillite, on n'est pas dans un cas de liquidation in bonis. On laisse un passif sur la table. Donc il faut effectivement comprendre les conséquences. C'est une situation qui peut être dure, mais il faut aussi avoir conscience que à partir du moment où on est en état de cessation des paiements, il y a un délai de 45 jours qui compte. Et si ce délai est dépassé, il y a un risque d'engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant donc sur son patrimoine propre. Donc, il faut effectivement être assez réactif, je dirais. Il ne faut pas non plus faire tout un,
toute une montagne des procédures collectives. L'expérience que j'en ai, c'est que la plupart du temps, on tombe sur des... À partir du moment où on est un dirigeant qui a un peu anticipé et qui ne fait pas une liquidation, je dirais, sauvage, euh, on est bien traité, à la fois par les tribunaux et les mandataires. Euh, et puis, donc voilà, donc c'est un cas de figure qui quand même s'anticipe. Euh, dans ce cas-là, bah, il faut effectivement travailler pour éviter effectivement pour que le dossier soit propre et éviter un risque d'extension de la faillite à une société mère, par exemple, ou l'engagement de la responsabilité du dirigeant sur le fondement d'une faute de gestion. Euh, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. J'ai pas fait état des procédures comment dirais-je, euh, de prévention des difficultés des entreprises, type sauvegarde, mandat ad hoc, mais on peut y penser. Mais enfin, dans tous ces cas de figure, l'idée, c'est de sauver la boîte ou de la céder. Et donc, euh, comme on a déjà évoqué la cession un peu plus tôt, je ne pense pas que ce soit véritablement un cas nouveau. Voilà. Euh, on approche de la fin de cet exposé. Un point qui n'est pas juridique, mais qui est important dans l'arbitrage entre ces différentes décisions, qui est celui de finalement prendre conscience de ce que fermer un business, mettre la clé sous la porte, ça a des conséquences importantes sur l'ensemble des parties prenantes, soit les salariés, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, les investisseurs, les banques, et donc ça s'anticipe. Ça nécessite une communication adaptée. Et puis, et ça, bah, ça vous permet de rebondir plus facilement euh, et d'éviter un bad buzz. Donc enfin, pour conclure, bah, je vous dirais que ce qu'on a essayé de défricher un peu ensemble, là, c'est voilà, l'art de savoir quand et comment s'arrêter avant qu'il soit trop tard. Et puis, moi, ce que j'ai peut-être sans doute, je pense que inspiré de l'esprit des associés Melchior, je pense fondamentalement que, en fait, arrêter un projet, c'est pas un échec, mais c'est une décision d'investissement. C'est faire le choix d'un investissement pour l'avenir et de garder des options ouvertes plutôt que de s'enferrer dans un projet mortifère. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment une décision qui est positive et qu'il faut encourager, mais qui s'anticipe. Et donc, c'est, à mon sens, une compétence essentielle de l'entrepreneur. Mais on a vu que c'est un moment qui est difficile et dans le cadre duquel ça peut être intéressant d'être accompagné par un associé, son associé mission de référence, et puis des conseils, je dirais, des usuels suspects qu'on trouve dans ce genre d'affaires, qui sont les avocats d'affaires et puis votre expert comptable. J'en ai fini avec cette présentation. Et je serais très heureux d'avoir vos feedbacks et de partager avec vous votre expérience et de répondre à vos questions, le cas échéant. Merci Louis. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Alors, le temps... Alors, je Pardon. n'en vois pas dans dans YouTube, mais je rappelle que je suis là et je regarde. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat YouTube. Merci Eugénie. J'ai peut-être alors non pas pour meubler, mais je vous avais gardé un petit bonus pour la fin et je vais m'en servir pour meubler un petit peu le temps peut-être que les esprits se réchauffent. Euh, Deux petits bonus un peu stratégiques qui sont de se dire que je vous ai parlé tout à l'heure de la négociation euh, et des pourparlers. Et je vous ai dit, attention, quand on rompt des pourparlers, euh, on peut engager sa responsabilité. C'est notamment le cas quand on va acquérir une société. Imaginons que cette société est euh, au bord de la faillite ou qu'elle ne va pas très bien ou qu'elle avait plusieurs prétendants et que vous êtes finalement le dernier parce que vous avez fait des promesses considérables de reprise et puis que vous vous dégagez. Alors là,
effectivement, vous risquez d'exposer votre responsabilité. Une façon de s'en sortir, c'est finalement parfois d'aller un peu plus loin et de signer le contrat d'acquisition et dans le cadre du contrat d'acquisition, de prévoir cette fois-ci des modalités précises de sortie du contrat. C'est les fameuses clauses comment dirais-je, de, de Material Adverse Change, de MAC, des MAC Provisions, qui vous permettent, si vous avez, alors ça serait un peu déloyal si vous avez connaissance d'une information, et puis ça serait un motif sérieux de sortir, mais voilà, ça peut être le recours à une condition de financement, ça peut être, enfin ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Quelquefois, il vaut mieux faire un pas de plus pour ensuite reculer, plutôt que de dénoncer, je dirais, un peu brutalement des négociations. Et puis, euh, dans la même veine, je pense qu'il faut se dire aussi que si un projet est mal engagé, qu'il s'agisse d'un projet qui est déjà constitué sous forme de société ou autre d'ailleurs, ou de partenariat contractuel, je pense qu'il n'est jamais trop tard quand on sent que ça commence à être un peu mal engagé, que de poser clairement les conditions de sortie pour les associés de ce projet. Et là-dessus, je rejoins, enfin, je me suis inspiré effectivement, et enfin, c'est ce que c'est pardon, c'est une observation en pratique, issue de l'expérience professionnelle, mais c'est aussi un des enseignements que Jean-Christophe nous a donné en nous disant quand vous êtes piégé dans un piège abscon, quand vous êtes enferré par l'effet de l'engagement, eh ben, la seule façon de s'en sortir, c'est de se fixer des long stop dates, c'est-à-dire des points d'étape, des deadlines à pas dépenser, au bout desquels on se dit on fait le point et on décide stop ou encore. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Louis. Alors, sur la, la, la société de fait que tu as évoquée, Aïe, euh, aïe, aïe. Société créée de fait. Excuse-moi, je t'interromps. oui, pardon. Parce que non, mais ça, c'est un jeu de mots de juriste, Oui. c'est insupportable. Mais la société de fait, c'est une vraie société qui porte en elle le germe de la nullité. Voilà. Donc, mais société créée de fait, c'est celle qui naît sans qu'on s'en aperçoive. Mais du coup, je pense que c'est intéressant que tu nous précises les conséquences en fait dans ce cas-là. Parce que les gens ne réalisent pas que, enfin, les entrepreneurs ne réalisent pas qu'ils se mettent dans une situation où ils vont devoir euh, partager à proportion de ce qui a été apporté là où ils pensaient qu'ils avaient reçu de l'argent qui leur était prêté. Et que par défaut, on ne considère pas ça comme un prêt, on considère ça comme une participation. Donc quand ça fonctionne bien, par exemple, eh ben, tout d'un coup, on se retrouve avec un associé à 50% parce qu'il avait amené au départ de l'argent qui était, ou des biens qui avaient une valeur équivalente à 50% de... Enfin, en tout cas, ça peut être ça, ça peut être le claim qui va faire face au juge. Complètement, c'est le cas, je dirais, un peu classique de l'utilisation de la société créée de fait dans les ménages qui sont à la fois ménages, je dirais, à la ville et puis à la maison, c'est-à-dire les couples qui ont une activité professionnelle ensemble, en commun. Imaginons, alors c'est moins souvent le cas aujourd'hui parce que le- le- comment dire, il y a des dispositifs qui viennent quand même protéger. De plus en plus, les entrepreneurs pensent à salarier, par exemple, leur conjoint ou à lui faire prendre une casquette bien particulière. Mais effectivement, le cas classique que tu évoques, c'est celui effectivement de l'épouse qui a contribué en nature, enfin, en industrie, pendant toute une période de temps, et puis qui, à la fin, au moment où même ça peut être une conjointe, hein, sans que les deux associés putatifs soient mariés, et ben, au moment de la séparation, va réclamer la moitié du fonds de commerce, tout simplement. Et puis, il faut savoir, et tu as parfaitement raison de le dire, à partir du moment où il y a deux associés, s'il n'y a pas de règles particulières qui ont été mises en place, le juge va considérer que c'est 50-50. Donc ça peut être effectivement assez
surprenant et violent. Et c'est, alors ça, c'est la premier effet qui se coule, je dirais. Et le deuxième effet qui se coule de la société créée de fait, c'est que c'est assimilé à une société en participation, et ça veut donc dire que vous n'avez pas la personnalité morale, vous n'êtes pas, il n'y a pas d'écran entre vous et les créanciers sociaux, et vous êtes indéfiniment tenu des dettes. Ça veut donc dire que voilà, il y a pas, ça veut dire que l'administration fiscale peut venir taper à votre porte et les autres créanciers, de l'un ou de l'autre, hein, des créanciers, et vous serez tenu à hauteur de 50% si vous avez 50% de la boîte de la société. Et si par euh, malheur la société est d'un objet commercial, vous avez une activité commerciale, à ce moment-là, les deux associés sont solidairement tenus des dettes. Donc ça va encore plus loin, hein. Voilà, donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Et pour Hmm. répondre à... Voilà, je vois que Michel a posé une question sur le chat et il me dit deux questions. Alors sur la société créée de fait et la société de fait, bon, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des petites questions pièges qu'on donne aux étudiants en troisième année quand ils font du droit des sociétés. Voilà, concrètement, c'est vrai que ces deux termes sont un peu misleading, mais en fait, retenons la société créée de fait et voilà, ou assimilons la société de fait dans l'esprit de chacun, c'est la même chose. Mais techniquement, la société de fait, en réalité, c'est une société qui a été régulièrement, enfin, qui a toute l'apparence d'une société qui a été régulièrement constituée, donc elle est enregistrée, elle a son cabis, etc. Mais en réalité, par exemple, disons qu'elle a été constituée avec un incapable. Voilà, alors donc là, c'est pas possible, ça pas marche, et donc il faut casser. Et donc on considère que, il y a un vice consubstantiel, et que cette société n'est en réalité pas une société, enfin, est déchue de la personnalité morale. Voilà. Donc les conséquences d'ailleurs peuvent être à peu près les mêmes que pour une société créée de fait. Si on peut résumer, le fait d'être en société protège, donne des droits et protège les actionnaires. Et quand cette protection leur est enlevée, soit parce qu'il y a un vice dans la Constitution et que du coup on décide que ce n'est plus une SARL, une SA, etc., mais c'est une société de fait, bah, du coup on devient solidairement responsable indéfiniment. Et puis, on peut considérer qu'en fait, on est en train de faire un business avec des associés sans réaliser qu'en fait, on est en train de créer une société de fait avec toujours ces mêmes contraintes, à la fois de solidarité, de responsabilité indéfinie et en plus d'obligation de partager ce qu'on croyait être simplement un, un prêt ou autre. Hein, souvent, il y a des gens qui vous avancent de l'argent, et si on n'a pas écrit quelque part que c'est une avance et que ce sera remboursé en telles conditions et avec telle rémunération, eh ben, le risque, c'est qu'on puisse avoir quelqu'un qui nous attaque derrière en disant: Ah non, non, mais c'était une société qu'on avait créée en fait. Oui, oui, ça peut faire mal, et c'est le cas de la plupart du temps, enfin, quand tu as deux jeunes start-upers qui travaillent ensemble. J'ai eu le cas encore récemment où j'ai été consulté, et effectivement, il ne m'a pas semblé que leur projet était suffisamment abouti pour mettre en top dans la liste de leurs priorités, parce que leurs ressources sont nécessairement limitées. Chez Melsion, on aime bien faire un peu de bootstrapping, donc c'est vrai, il faut allouer ses ressources. Donc au début, c'est peut-être pas la première chose à faire que de constituer la société, mais enfin, comme tu l'as dit, assez vite, ça peut être nécessaire, d'une part, pour avoir un patrimoine en commun, parce que sinon, on est plutôt dans le régime de l'indivision. Alors on se dit, bah tiens, il y en a un qui dépose le site internet. Généralement, il le dépose à son nom propre et pas au nom des deux. Pareil pour une marque. Alors bien sûr, ça peut être déposé en commun. Et alors là, c'est le régime de l'indivision, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, assez vite, effectivement, la société te permet de constituer un patrimoine en commun et de répartir clairement les droits de chacun. Donc, Et comme d'habitude, en conclusion, pensez à bien écrire les choses, bien décrire les choses, bien vous mettre d'accord et pas penser que on verra plus tard, on en parlera, c'est pour l'instant, c'est pas le sujet, etc. Les conversations difficiles, vaut mieux les avoir au début, quand il n'y a pas encore de gros enjeux financiers, de gros enjeux d'ego, de gros enjeux de,
de pouvoir et de puissance sociale. Qu'est-ce que tu penses de cette conclusion? Ah, moi, je l'adopte complètement. Bon, Michael demandait aussi quel est le délai de prescription pour une facture impayée. Le délai de prescription en matière commerciale, c'est 5 ans. Après, il y a quelques éléments qui permettent de suspendre hein, ce délai de prescription, et notamment un auquel on ne pense pas. Alors, bien sûr, une LRR, ça fait pas, une lettre recommandée, ça fait pas, ça ne suspend pas le délai. Euh, donc, c'est bon à savoir. En revanche, il y a un truc auquel on ne pense pas et qui est un outil utile pour suspendre le délai quand on a intérêt hein, à suspendre et à faire et à le faire repartir d'ailleurs. C'est on repart pour 5 ans avec un échéancier de paiement. Ah, donc ça, c'est... Voilà. Mais sinon, en matière commerciale, oui, c'est 5 ans. Après, tu sais, en matière de... dans vis-à-vis pardon, vis-à-vis des consommateurs, dans la relation entre professionnels et consommateurs, c'est plus court, c'est généralement 2 ans. Mais entre professionnels, puisque c'est la plupart des cas de figure qu'on a en tête là, puisque c'est pour des dettes professionnelles, on parle d'un délai de 5 ans. D'accord, mais donc renouvelable, ce que tu dis à l'instant, c'est que un débiteur qui va être sous pression va penser temporiser en proposant un échéancier dont il sait très bien, par exemple, qu'il ne va pas le tenir, mais sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est reparti pour 5 ans à avoir son créancier aux fesses. C'est pire que ça. C'est-à-dire que le ton délai de 5 ans, oui, enfin si, c'est ça, c'est ça. Ton délai de 5 ans va repartir à partir du moment où il y a un nouvel impayé. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc ça fait partie, voilà, c'est un petit tips, une petite astuce que je vous donne aujourd'hui parce que on peut aussi avoir envie d'être sympa hein, avec son débiteur et lui donner un délai. Et effectivement, je trouve que c'est un bon deal, cet échéancier, puisque c'est quand même un certain équilibre. À la fois, on offre cette respiration à son débiteur et en même temps, on se ménage la faculté de pouvoir euh, recouvrir cette créance de manière forcée un peu plus tard.